En apportant un plateau sur la terrasse de l'hôtel, la femme de chambre est restée figée en voyant le millionnaire sur le balcon. C'était son mari, mort, dans un naufrage il y a 9 ans. Elle s'est approchée et... Le soleil de septembre caressait déjà les façades dorées de la promenade des Anglais, quand Juliette Laurent poussa les lourdes portes de service de l'hôtel Diamant Royal, comme chaque matin depuis 9 ans, elle ajusta son tablier blanc impeccable et remonta ses cheveux châtains en chignon à 35 ans. Elle portait encore cette beauté naturelle qui faisait se retourner les clients, mais ses yeux verts gardèrent cette mélancolie qu'aucun sourire professionnel ne parvenait à masquer complètement. « Bonjour Juliette », lança Marie-Claire, la gouvernante générale, en consultant sa tablette. « Aujourd'hui, tu t'occupes de la suite présidentielle ? Un nouveau client très important vient d'arriver, Monsieur Kevin Barbier, un magnate des affaires. »« Encore un millionnaire arrogant, j'imagine », murmura Juliette en prenant son chariot. « Celui-là, il paraît qu'il est particulièrement froid, mais bon, tu sais y faire avec ce genre de client. » Juliette sourit faiblement. 9 années à servir les riches et les puissants lui avaient enseigné une chose. Derrière leurs costumes sur mesure et leurs montres hors de prix, ils étaient tous pareils, vides, pas comme son Lucas, même après tout ce temps. Prononcer ce nom dans sa tête lui serrait encore le cœur. Elle effleura machinalement l'alliance qu'elle portait toujours à son annulaire, ce petit anneau d'or qui était tout ce qui lui restait de leur amour. L'ascenseur glissa silencieusement vers le dernier étage, tandis que les souvenirs l'assaillaient comme chaque matin, Lucas qui la faisait rire aux éclats, avec ses imitations ridicules des clients de son ancienne entreprise, Lucas qui lui chantait des chansons d'amour désaccordées sous la douche, Lucas qui posait ses mains sur son ventre, en murmurant qu'ils auraient des enfants magnifiques ensemble. Ils avaient eu Maëlle, leur petite merveille aux yeux verts comme les siens, et aux cheveux noirs comme ceux de son père. Mais Lucas n'avait jamais su qu'elle était enceinte. Le naufrage avait emporté tous leurs rêves d'avenir, avant qu'elle puisse lui annoncer la nouvelle. « Maman, pourquoi papa est parti au ciel avant ma naissance ?» lui demandait souvent Maëlle. « Parce que les anges avaient besoin du plus beau des papas pour décorer leur paradis, » répondait-elle invariablement. Ravalant ses larmes, l'ascenseur s'arrêta avec un léger tintement. Juliette composa le code de la suite présidentielle et poussa son chariot dans l'entrée de marbre. Le luxe de ses appartements ne l'impressionnait plus depuis longtemps, mais elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer à quel point Lucas aurait été émerveillé, lui qui rêvait de l'emmener dans les plus beaux hôtels du monde pour leurs anniversaires de mariage. « Il n'y en aura pas d'anniversaire », se dit-elle tristement en préparant le plateau du petit déjeuner. Café noir corsé, croissant doré, confiture de figues et miel de lavande. Elle dressa le couvert avec cette précision millimétrique qu'on lui avait enseignée, puis se dirigea vers la terrasse, où Marie-Claire lui avait dit qu'elle trouverait le client. La porte-fenêtre était entr'ouverte. Une brise méditerranéenne faisait danser les rideaux de soie blanche. Au-delà, la baie des Anges s'étendait comme un miroir turquoise sous le soleil matinal. « Monsieur Barbier » appela-t-elle doucement. « Votre petit déjeuner. » Une silhouette masculine se tenait debout face à la mer, immobile comme une statue. De dos, l'homme contemplait l'horizon, une tasse de café à la main. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses épaules se dessinaient sous sa chemise blanche, dans l'inclinaison de sa tête. Le plateau se mit à trembler entre ses mains. « Monsieur » répéta-t-elle, la voix étranglée. L'homme se retourna lentement. Le monde s'arrêta. Le plateau s'écrasa au sol dans un fracas de porcelaine brisée. Mais Juliette n'entendit rien. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'il couvrait tous les autres bruits. Ses jambes se dérobèrent sous elle, l'obligeant à se raccrocher au chambranle de la porte. C'était lui. C'était lui. Les mêmes yeux bleu-gris qu'elle avait embrassés 1000 fois, le même nez droit, la même bouche qu'elle connaissait par cœur, les mêmes cheveux noirs, juste un peu plus courts, avec quelques fils d'argent aux tempes qui ne faisaient que le rendre plus séduisant, quelques rides nouvelles autour des yeux. Mais c'était lui, son Lucas, son mari, son amour. « Lucas », murmura-t-elle. Les larmes aux yeux, l'homme la regardait avec une expression de totale incompréhension, presque d'agacement. Ses yeux, la détaillaient de la tête aux pieds, comme si elle était une parfaite inconnue qui venait de faire irruption dans sa vie. « Pardon », dit-il d'une voix froide, cassante. « Je ne vois pas de qui vous parlez. Je suis Kevin Barbier, et vous venez de casser mon service en porcelaine de Limoges. » Juliette cligna des yeux, certaine d'halluciner.
Ce ne pouvait pas être réel. Lucas était mort. Elle avait vu son corps disparaître dans les flots déchaînés. Elle avait pleuré sur son cercueil vide. Elle avait élevé leur fille seule pendant 9 ans, en gardant son souvenir vivant. Mais là, devant elle, il se tenait, vivant, respirant, différent. « Lucas, c'est moi », chuchota-t-elle, en faisant un pas vers lui. « C'est Juliette, ta femme. » L'homme, qui ressemblait trait pour trait à son mari décédé, recula d'un pas, le visage dur. « Madame, je ne sais pas quel petit jeu vous jouez, mais ça ne m'amuse pas du tout. Mon nom est Kevin Barbier. Je ne vous ai jamais vu de ma vie, et je ne suis mariée à personne. Maintenant, nettoyez-moi ce désordre et sortez d'ici. » Sa voix était plus grave, plus sèche qu'autrefois. Ses manières, glaciales, mais c'était sa voix, celle qui lui murmurait des mots d'amour dans le creux de l'oreille, celle qui riait de ses plaisanteries stupides, celle qui lui avait dit oui devant le maire de leur petit village provençal, non, non, non. Juliette secoua la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Lucas, regarde-moi bien, regarde. » Elle releva ses cheveux, dévoilant la petite cicatrice près de son oreille. « Tu te souviens ? Je suis tombée de vélo quand on était gamin. Tu as pleuré plus fort que moi. » Kevin fronça les sourcils, et pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans son regard. Une lueur de reconnaissance, de confusion, mais elle disparut aussitôt, remplacée par l'irritation. « Vous délirez complètement. Je vais appeler la sécurité. »« Non. » Juliette se jeta presque vers lui. « Lucas, s'il te plaît, notre chanson. » Elle se mit à fredonner doucement l'air de la vie en rose qu'il lui chantait toujours. « Tu te souviens ? Notre première danse ?» L'homme s'immobilisa. Ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. Il porta la main à sa tempe, comme s'il avait soudain mal à la tête. « Arrêtez, » dit-il d'une voix moins assurée. « Arrêtez ça immédiatement. »« Lucas, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Où étais-tu pendant toutes ces années ?» Juliette s'approcha encore, tendit la main vers son visage. « J'ai cru mourir quand on m'a dit que tu ne me touchais pas. » Il recula brusquement, renversant sa tasse qui se brisa à son tour. « Vous êtes folle, complètement folle. » Il y eut un silence tendu. Juliette le regardait, incrédule, cherchant désespérément dans ses yeux une trace de l'homme qu'elle avait aimé. Lui la fixait avec un mélange de colère et de peur. « Sortez, » dit-il finalement, d'une voix blanche. « Sortez d'ici avant que j'appelle la police. » Juliette recula lentement, ramassa machinalement les morceaux de porcelaine, les yeux toujours rivés sur lui. Comment était-ce possible ? Comment Lucas pouvait-il être là, vivant, et ne pas la reconnaître ? « Je sais que c'est toi, » murmura-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais découvrir la vérité. Je te le promets. » Kevin, ou Lucas, ne répondit pas. Il s'était retourné vers la mer, les épaules tendues, les poings serrés. Juliette sortit de la suite en titubant, le cœur en miettes mais l'esprit en ébullition. 9 ans qu'elle pleurait un mort, 9 ans qu'elle élevait leur fille en lui racontant des histoires sur son papa héros. Et maintenant, il était là, vivant, mais c'était comme s'il était mort quand même. Île de Sainte-Marguerite, au large de Cannes. 10 ans plus tôt, le corps flottait face contre les rochers, ballotté par les vagues comme une épave. Les cheveux noirs ondulaient dans l'eau cristalline, et du sang s'échappait d'une plaie béante au crâne. Pietro Santini, le vieux pêcheur, faillit passer son chemin, encore un touriste qui avait bu de trop et était tombé de son yacht. Mais quelque chose dans la façon dont le jeune homme respirait encore, faiblement, l'arrêta. « Madonna mia », murmura-t-il, en tirant le corps inconscient hors de l'eau. C'est ainsi que Lucas Caron mourut officiellement dans les registres, tandis qu'un inconnu sans nom ni passé ouvrait les yeux 3 semaines plus tard dans une clinique privée de Lille. « Comment vous sentez-vous » demanda doucement la femme aux cheveux argentés penchée sur son lit. L'homme cligna des yeux. Désorienté, tout était blanc autour de lui, blanc et silencieux. Sa tête lui faisait un mal de chien, comme si on avait joué au football avec son cerveau. « Où suis-je ? En sécurité » répondit la femme avec un sourire maternel. « Je m'appelle Laure Dufresne. Vous avez eu un terrible accident de bateau. Vous étiez en voyage d'affaires quand votre yacht a heurté des rochers. » L'homme porta la main à son crâne bandé.
Des images floues dansaient dans sa tête, mais rien de cohérent. Juste des fragments, de l'eau, beaucoup d'eau, des cris, de la peur. Mon nom, je ne me souviens de rien. Laure s'assit sur le bord du lit, ses yeux gris brillant d'une lueur étrange. « Kevin, dit-elle doucement, vous vous appelez Kevin Barbier. Vous êtes un homme d'affaires brillant. Vous avez construit un empire dans l'import-export. » Les mots résonnèrent dans le vide de son esprit. Kevin Barbier, ça ne lui disait rien, mais après tout, rien ne lui disait rien. Et vous, qui êtes-vous pour moi ? Laure hésita une fraction de seconde. Dans ses yeux passa quelque chose de trouble, d'intense. Je suis votre mentor, votre associé, celle qui vous a sauvé la vie. Mentir était si facile quand la victime n'avait plus de mémoire. Au fil des semaines, Laure tissa sa toile avec la patience d'une araignée. Elle lui apporta des photos soigneusement retouchées, où elle apparaissait à ses côtés lors de soi-disant voyages d'affaires, des documents falsifiés attestant de leur partenariat professionnel, des coupures de presse inventées vantant les succès de Kevin Barbier. « Regardez », disait-elle en lui montrant une photo d'eux deux devant un hôtel de luxe. « C'était à Monaco l'année dernière. Vous veniez de décrocher le contrat Marchetti. Vous étiez si fier. » Kevin scrutait la photo, cherchant un souvenir, une émotion. Rien. « Je ne ressens rien en voyant ça. » « C'est normal, » le rassurait Laure. « Le médecin a dit que vos souvenirs reviendraient progressivement. Il faut être patient. » Le médecin qu'elle payait grassement pour confirmer ses mensonges, mais ce que Laure n'avait pas prévu, c'étaient les rêves. Chaque nuit, Kevin était hanté par le visage d'une femme aux yeux verts. Elle lui souriait, elle riait, elle pleurait. Parfois, il l'entendait chanter une mélodie douce qu'il ne parvenait pas à identifier. D'autres fois, il la voyait en robe blanche, radieuse, qui lui tendait la main. « Je rêve toujours de la même femme », confia-t-il un matin alors. « Elle a de longs cheveux châtains et des yeux verts magnifiques. »« Vous savez qui c'est ?» Le visage de Laure se figea. Ses mains se crispèrent sur sa tasse de thé. « Non », dit-elle d'une voix blanche. « Vous n'avez jamais été marié, Kevin. Vous étiez trop occupé par les affaires pour vous engager sérieusement avec quelqu'un. Ces rêves, ce sont probablement des fantasmes créés par votre cerveau pour combler les vides. Mais les rêves persistaient, et avec eux, une mélancolie inexplicable qui serrait le cœur de Kevin chaque matin au réveil. Présent, Villa Dufresne, Laure Dufresne se tenait devant la fenêtre de son bureau, regardant la Méditerranée s'étendre à l'infini, à 60 ans. Elle conservait cette beauté froide des femmes qui ont toujours été seules. Jamais mariée, sans enfant, elle avait consacré sa vie à bâtir sa fortune immobilière, jusqu'à ce qu'elle rencontre Lucas. C'était il y a 11 ans, lors d'une réunion d'affaires. Il travaillait alors comme commercial pour une petite entreprise de grâce, beau, charmeur, avec ce sourire qui faisait fondre toutes les femmes. Laure était tombée sous le charme instantanément. Elle l'avait invité à dîner. Il avait poliment décliné. Elle avait insisté, lui proposant des contrats juteux. Il avait accepté les contrats, mais toujours refusé ses avances. « Je suis désolé, Madame Dufresne, mais je suis amoureux de ma fiancée. Nous nous marions le mois prochain. » Sa fiancée, cette petite serveuse insignifiante qui travaillait dans un café de village, Laure l'avait fait suivre, avait découvert son nom. Juliette Laurent. Rien d'exceptionnel, rien que Laure ne puisse offrir en mieux. Mais Lucas n'avait Dieu que pour elle. L'obsession de Laure était née ce jour-là, une obsession qui avait grandi, mûri, jusqu'à devenir une véritable maladie mentale. Elle avait assisté de loin à leur mariage, le cœur rongé par la jalousie. Elle les avait espionnés pendant leur lune de mer, regardant Lucas être heureux avec une autre. C'est alors qu'elle avait eu l'idée du naufrage. Un ami ancien militaire lui devait des services. Provoquer un accident en mer n'était pas si compliqué. Il suffisait de saboter discrètement le petit voilier de location, de s'assurer que les secours arriveraient trop tard pour Juliette, mais à temps pour Lucas. Éliminer la rivale et sauver l'homme qu'elle aimait, 2 oiseaux, une pierre, sauf que Lucas avait failli mourir aussi et qu'il avait perdu la mémoire. Au début, Laure avait vu là une divine providence. Un Lucas amnésique était un Lucas qu'elle pouvait modeler à sa guise. Elle avait inventé Kevin Barbier, créé toute une identité, effacé Juliette de son existence. Pendant 9 ans, son plan avait fonctionné. Lucas, devenu Kevin, était devenu l'homme qu'elle voulait qu'il soit. Froid, distant, concentré uniquement sur les affaires. Elle avait fait de lui un millionnaire,
espérant qu'un jour il finirait par l'aimer par reconnaissance. Mais l'amour ne se commandait pas, même amnésique, même remodelé. Kevin gardait au fond de lui cette mélancolie, cette impression qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Et maintenant, elle était réapparue. Le téléphone sonna, l'attirant de ses sombres pensées. Madame Dufresne, la voix de Kevin était tendue. Il s'est passé quelque chose d'étrange au hôtel ce matin. Une femme de chambre. Elle prétendait me connaître. Elle m'appelait par un autre nom. Le sang de Laure ne fit qu'un tour. Quel nom? Lucas. Elle disait que j'étais son mari, c'était troublant. J'ai eu des flashs bizarres en l'entendant chanter. Laure ferma les yeux. 9 ans de manipulation soigneuse risquaient de s'effondrer à cause de cette maudite Juliette. Mon pauvre Kevin, dit-elle d'une voix douce. Cette femme est manifestement dérangée. Il y a parfois des clients de l'hôtel qui développent des obsessions pour les riches pensionnaires. Elle a dû voir votre photo dans les journaux et fantasmer toute une histoire. Vous croyez? J'en suis certaine. Voulez-vous que je m'occupe de cette situation? Un silence, puis... Non, ça ira, mais... Laure, cette chanson qu'elle fredonnait, La vie en rose, pourquoi j'ai l'impression de la connaître? Laure serra les poings. Maudite soit cette petite garce et ses souvenirs qui refaisaient surface. C'est une chanson très connue, Kevin. Tout le monde la connaît, ne vous torturez pas l'esprit avec ça. Après avoir raccroché, Laure resta immobile un long moment. Puis elle ouvrit son carnet d'adresses et composa un numéro. « Laurent, c'est Laure Dufresne, j'ai besoin de tes services. Une femme menace de détruire tout ce que j'ai construit. Il faut qu'elle disparaisse de la circulation. Définitivement. » Juliette poussa la porte de leur petit appartement de 2 pièces dans le quartier populaire de Nice, les jambes encore flageolantes. L'odeur familière de chocolat chaud et de tartines grillées l'accueillit, mais pour la première fois depuis des années, ce cocon douillet ne parvint pas à l'apaiser. « Maman !» Maëlle accourut vers elle, ses longs cheveux noirs dansant derrière elle. « Tu es en retard. Mamie Colette a préparé le goûter, mais j'ai pas voulu commencer sans toi. » Juliette s'agenouilla pour prendre sa fille dans ses bras, respirant son parfum d'enfance mélangé au shampoing à la pêche. 9 ans. Sa petite merveille avait 9 ans, et ne connaissait son père qu'à travers des photos jaunies et des histoires du soir. « Pardon. Ma puce. Maman a eu une journée difficile. » Colette Moreau, la voisine de 70 ans qui gardait Maëlle après l'école, émergea de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier fleuri. « Ma pauvre chérie, tu es toute pâle. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Juliette lança un regard d'avertissement à la vieille dame. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire qu'elle avait vu un fantôme prendre son café sur une terrasse de palace? Rien de grave, Colette, juste une matinée éprouvante avec un client difficile. Ces riches, tous les mêmes, grommela Colette en retournant à ses fourneaux. Ils croient que l'argent leur donne le droit de traiter les gens comme de la merde. Pardon, Maëlle, mamie a dit un gros mot. Maëlle gloussa. Mais son regard perçant ne quittait pas le visage de sa mère. À 9 ans, elle avait déjà cette intuition particulière des enfants qui ont grandi trop vite, qui savent lire entre les lignes des sourires forcés. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Juliette porta machinalement la main à ses joues. Elle ne s'était même pas rendue compte que les larmes coulaient encore. « Je ne pleure pas, ma chérie. J'ai juste eu de la poussière dans les yeux. » Mensonge. Encore un mensonge. Comme tous ceux qu'elle servait depuis 9 ans pour protéger sa fille de la vérité trop lourde. Après le départ de Colette, mère et fille s'installèrent sur le canapé défraîchi du salon pour le rituel du goûter. Maëlle croquait dans sa tartine de Nutella, en feuilletant distraitement le journal local que Colette avait laissé sur la table basse. « Dis, maman, c'est qui ce monsieur ?» Juliette leva les yeux de sa tasse de thé et faillit la lâcher. Sur la page économique du Nice Matin, une photo en noir et blanc montrait Kevin Barbier serrant la main d'un homme d'affaires japonais. Le titre indiquait « Le magnate cannois Kevin Barbier signe un contrat de 50 millions d'euros », mais ce qui glaça le sang de Juliette, c'était l'expression sur le visage de sa fille. Maëlle fixait la photo avec une intensité troublante, les sourcils froncés, comme si elle essayait de résoudre une énigme complexe. Personne d'important, ma puce, juste un homme d'affaires. Mais Maëlle pointa du doigt la photo. Il ressemble à papa. Le cœur de Juliette s'arrêta. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Ben oui, regarde. » Maëlle bondit vers la commode où trônaient les photos de famille et revint avec le portrait de mariage de ses parents. C'est le même visage, le même nez, les mêmes yeux. Maman,
Pourquoi ce monsieur riche a la même tête que papa? Juliette contempla les deux images côte à côte. Lucas radieux dans son costume de marié, tenant la main de sa jeune épouse. Kevin austère dans son costume d'homme d'affaires, fixant l'objectif avec cette froideur qu'elle ne lui connaissait pas. Le même homme, indéniablement le même homme. C'est juste une ressemblance, ma chérie. Il y a des gens qui se ressemblent, sans être de la même famille. On appelle ça des sosies. Mais Maëlle n'était pas dupe. Elle avait passé 9 ans à étudier chaque détail du visage de son père sur les photos, à mémoriser chaque trait pour combler l'absence. Non, maman, c'est pas juste une ressemblance, regarde. Elle posa son petit doigt sur la photo de journal. Il a la même petite cicatrice au menton que papa, tu vois, celle qu'il s'est faite en tombant de vélo quand il était petit. Tu me l'as raconté 100 fois. Juliette écarquilla les yeux. Effectivement, malgré la qualité médiocre de la photo de presse, on distinguait la fine ligne blanche qui barrait le menton de Kevin. Cette cicatrice que Lucas lui avait montrée lors de leur premier rendez-vous, en riant de sa maladresse d'enfant. Maëlle. Et puis, il a la même façon de tenir ses mains. Papa joignait toujours ses doigts comme ça quand il réfléchissait. Tu me l'as dit. L'enfant avait raison sur la photo. Kevin avait effectivement cette posture caractéristique, les mains jointes, l'index pointé vers le haut, un tic que Lucas avait depuis l'adolescence. « Maman, dis-moi la vérité. » Maëlle la regardait avec ses yeux verts si semblables aux siens, mais avec une détermination qui rappelait douloureusement celle de Lucas. « Et papa, c'est ça. Papa n'est pas mort. Il est vivant. » Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment expliquer à une enfant de 9 ans que son père était peut-être vivant, mais qu'il ne les reconnaissait plus? Comment lui dire que l'homme qu'elle avait idéalisé toute sa vie l'avait regardée comme une parfaite inconnue? « Ma chérie, écoute-moi bien. » Non. Maëlle bondit du canapé, la photo de journal serrée contre sa poitrine. Je le savais, je le sentais, toutes les nuits. Je rêve de lui, et dans mes rêves, il n'est pas au ciel. Il est quelque part sur la terre, et il nous cherche. Les larmes montèrent aux yeux de Juliette. Sa petite fille avait vécu 9 ans avec ce manque, cette absence béante, en s'inventant des histoires où son papa héros reviendrait un jour la chercher. « Maëlle, assieds-toi, il faut qu'on parle. » Mais l'enfant était déjà parti dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Juliette l'entendit fouiller dans ses affaires. Probablement pour cacher précieusement l'article de journal, elle resta seule dans le salon, fixant la photo de son mariage. 9 ans qu'elle vivait avec ce deuil impossible. 9 ans qu'elle élevait leur fille en gardant vivante la mémoire d'un homme qui n'existait peut-être plus. Son téléphone sonna. « Marie-Claire, Juliette, j'ai eu Monsieur Barbier au téléphone. Il paraît qu'il y a eu un incident ce matin. Il était très contrarié. Oui, j'ai fait tomber le plateau. Je suis désolée. Ce n'est pas grave pour la vaisselle, mais... Juliette, qu'est-ce qui s'est passé exactement? » Il avait l'air vraiment secoué. Il a parlé d'une employée instable qui racontait n'importe quoi. Juliette ferma les yeux. Bien sûr qu'il avait appelé. Bien sûr qu'il voulait la faire virer. Il y a eu un malentendu. Je peux t'expliquer demain. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais Monsieur Barbier a demandé expressément qu'on ne t'affecte plus à sa suite. Je suis désolée, mais je vais devoir te muter aux étages inférieurs. Juliette raccrocha, écrasée. Non seulement Lucas ne la reconnaissait pas, mais en plus il s'arrangeait pour qu'elle ne puisse plus l'approcher. Un bruit de papier froissé lui parvint depuis la chambre de Maëlle. Sa fille était probablement en train de découper la photo pour la coller dans son album secret, celui où elle collectionnait tout ce qui touchait de près ou de loin à son père. Toc toc. Maman. La voix de Maëlle était toute petite maintenant. Je peux sortir. Juliette ouvrit la porte. Sa fille se tenait là, la photo de journal dans une main, son album dans l'autre. Maman, si c'est vraiment papa, pourquoi il se fait appeler autrement? Pourquoi il nous a pas retrouvés? Juliette s'agenouilla devant elle, prit ses petites mains dans les siennes. Je ne sais pas, ma puce. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je te promets qu'on va découvrir la vérité ensemble. Tu me promets qu'on va pas abandonner, même si c'est difficile. Je te le promets. Maëlle se jeta dans ses bras, et pour la première fois depuis le matin, Juliette sentit une lueur d'espoir réchauffer son cœur brisé. Quelque part dans la ville, Lucas existait, vivant, respirant, marchant sous le même ciel qu'elle. Il fallait juste trouver un moyen de le ramener à la maison. Kevin Barbier se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur froide. Encore ce rêve, toujours le même depuis 3 nuits.
Il était dans une petite église provençale baignée de soleil. Une femme en robe blanche s'avançait vers lui dans l'allée centrale, un bouquet de lavande à la main. Ses yeux verts brillaient de bonheur. Ses lèvres murmuraient des mots qu'il n'arrivait pas à saisir. Quand elle arrivait près de lui, elle tendait la main et, il se réveillait. « Merde !» grogna-t-il, en se redressant dans le lit king-size de sa suite, 3 heures du matin, encore, comme si son cerveau avait programmé une alarme pour le torturer à heure fixe. Il se leva, enfila un peignoir et sortit sur la terrasse. La baie des Anges s'étendait devant lui, paisible sous la lune. D'habitude, ce spectacle l'apaisait. Cette nuit, il ne ressentait qu'une étrange mélancolie, comme si quelque chose d'essentiel lui échappait. Cette femme de chambre, Juliette, depuis leur rencontre catastrophique, il n'arrivait plus à se la sortir de la tête. Pas seulement à cause de son comportement bizarre, mais à cause de autre chose, quelque chose dans ses yeux, dans la façon dont elle avait dit ce nom. Lucas, Lucas, murmura-t-il dans le vide. Le prénom résonna étrangement en lui. Comme un écho lointain, il retourna à l'intérieur et alluma son ordinateur portable. Peut-être qu'une heure de travail l'aiderait à retrouver le sommeil. Mais au lieu d'ouvrir ses dossiers, il se retrouva à taper Lucas Caron dans le moteur de recherche. Rien. Enfin, si. Quelques homonymes sans intérêt. Un électricien de Marseille, un étudiant de Lyon, un retraité de Bordeaux. Aucun lien avec lui. Il essaya Lucas Caron naufrage. Cette fois, un article du Var Matin apparut, daté de 10 ans. Drame en mer au large de Sainte-Marguerite. Lucas Caron, 26 ans. Porté disparu après le naufrage de son voilier de location. Sa jeune épouse Juliette, également à bord, a été secourue in extremis par les gardes-côtes. Les recherches pour retrouver le corps du jeune homme ont été abandonnées après 48 heures. Kevin fixa l'écran, le cœur battant. Juliette, la femme de chambre s'appelait Juliette. Coïncidence. Il cliqua sur l'image accompagnant l'article. Une photo floue montra un couple souriant sur un quai. L'homme avait des cheveux noirs, des yeux clairs. Kevin agrandit l'image, scruta le visage pixelisé. « Putain !» souffla-t-il. C'était comme regarder dans un miroir déformant. Plus jeune, moins marqué, mais les traits étaient troublants de ressemblance. Son téléphone vibra, un SMS de Laure. « Impossible de dormir, et vous, voulez-vous qu'on se voit demain pour parler affaires ?» Kevin éteignit l'ordinateur brutalement. Il ne répondrait pas. Pas maintenant. Il avait besoin de réfléchir, de comprendre ce qui lui arrivait. Le lendemain matin, Juliette arriva au travail avec une boule au ventre. Marie-Claire l'avait mutée au 3e et 4e étage, loin de la suite présidentielle. Mais elle avait un plan. « Salut Sophie », dit-elle à sa collègue en préparant son chariot. « Tu peux me rendre un service ?» Sophie Dubois, une blonde de 25 ans qui travaillait aux étages nobles, leva les yeux de son téléphone. « Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux ? Échanger nos secteurs pour la matinée ? J'ai oublié quelque chose hier dans la suite présidentielle. » Sophie haussa les épaules. « Si ça ne me crée pas d'emmerde avec Marie-Claire, pourquoi pas ? De toute façon, le type du dernier étage me file les jetons. Il a des yeux bizarres. » 1 heure plus tard, Juliette poussait son chariot vers l'ascenseur, le cœur battant. Elle n'avait pas dormi de la nuit, retournant dans sa tête 1000 stratégies pour approcher Lucas sans qu'il la fasse encore renvoyer. Elle frappa doucement à la porte de la suite. « Service de ménage. Entrez », répondit une voix lasse. Kevin était debout près de la fenêtre, encore en pyjama, une tasse de café à la main. Il avait les traits tirés, les cheveux ébouriffés. Quand il la vit, son visage se ferma. « Qu'est-ce que vous foutez ici ? Je croyais avoir été clair. Monsieur Barbier ? S'il vous plaît, laissez-moi juste. » « Non. » Il posa sa tasse et se dirigea vers le téléphone. « J'appelle la direction. » « Attendez. » Juliette sortit précipitamment une photo de sa poche. « Regardez ça avant de me faire virer. » Malgré lui, Kevin s'arrêta. Sur le cliché, un jeune homme en maillot de bain tenait une petite fille blonde dans ses bras sur une plage. Ils riaient tous les deux. « C'est vous avec votre nièce ?» demanda innocemment Juliette. Kevin fronça les sourcils. « Je n'ai pas de nièce, et ce n'est pas moi sur cette photo. Vous en êtes sûr ? Regardez bien, cette façon de plisser les yeux au soleil, ce sourire en coin. » Elle avait raison, elle. L'homme sur la photo lui ressemblait de façon troublante. Mais ce n'était pas lui. C'était impossible. Où avez-vous eu ça ? Un ami photographe. Il prend des clichés de vacanciers depuis des années.
Quand je lui ai parlé de vous, il m'a montré ça. Il était sûr que c'était vous. » Mensonge. La photo montrait Lucas avec la fille de leur voisin, prise 3 mois avant leur mariage lors d'un pique-nique familial, mais Kevin ne pouvait pas le savoir. C'est troublant, admit-il. Mais ça ne prouve rien, les sosies. Ça existe. Juliette s'approcha doucement. Et les grains de beauté, celui sur votre épaule gauche, en forme d'étoile. Celui-là aussi, c'est une coïncidence. Kevin pâlit. Comment pouvait-elle connaître ce détail intime? Vous m'avez espionné. Non, je le sais parce que... Elle prit une inspiration. Parce que j'ai embrassé cette épaule des centaines de fois. Parce que je connais votre corps par cœur. Cette petite cicatrice sous le sein droit, vous vous l'êtes faite à 15 ans en tombant d'un arbre. Vous vouliez impressionner une fille et... Taisez-vous. Kevin recula, le visage livide. Comment vous pouvez savoir ça? Parce que vous me l'avez raconté, le soir de nos fiançailles? Vous étiez mort de rire en me montrant toutes vos cicatrices d'enfance. Vous disiez que votre corps était une carte de vos bêtises. Kevin porta la main à sa tempe. Des images floues dansaient dans sa tête. Une soirée d'été, une terrasse, des rires, des confidences murmurées dans le creux d'une oreille. Non, c'est impossible. Lucas, regardez-moi, murmura Juliette en s'approchant encore. Vraiment, pas avec vos yeux d'aujourd'hui, mais avec votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Elle était tout près maintenant. Il pouvait sentir son parfum, ce mélange de savon et de jasmin qui lui donnait envie de... De quoi? Il la regardait, et quelque chose se déchirait dans sa poitrine. Cette façon qu'elle avait d'incliner la tête quand elle parlait, cette petite ride qui se creusait entre ses sourcils quand elle était inquiète, cette façon de mordiller sa lèvre inférieure. Pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression de vous connaître? Chuchota-t-il. Les yeux de Juliette se remplirent de larmes. Parce que vous me connaissez, au plus profond de vous, vous savez qui je suis. Elle leva la main vers son visage. Il ne recula pas. Lucas, murmura-t-elle, en effleurant sa joue. Mon Lucas, qu'est-ce qui vous est arrivé? Où étiez-vous pendant toutes ces années? Le contact de sa peau provoqua comme une décharge électrique. Des flashs fulgurants traversèrent l'esprit de Kevin, une main dans la sienne, des lèvres qui se posent doucement sur les siennes, une voix qui chante la vie en rose sous la douche. Il attrapa sa main, la serra fort. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ne cherchez pas à comprendre. Contentez-vous de ressentir. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Il la regardait intensément, perdu, dans ses yeux verts. Il lisait tant d'amour, tant de souffrance, comme si elle avait attendu ce moment pendant des années. J'ai des rêves, avoua-t-il. Depuis 3 nuits, une femme en robe blanche. Elle me tend la main, et elle a vos yeux. Juliette sourit à travers ses larmes. C'était moi, Lucas. C'était notre mariage, vous vous souvenez? Il ferma les yeux, se concentra. L'image était là, floue mais présente. Une église, des fleurs, de la musique. Et elle, radieuse, qui s'avançait vers lui, pour le meilleur et pour le pire, murmura-t-il sans savoir pourquoi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, compléta Juliette. Ils se regardèrent en silence, à 2 doigts de s'embrasser, quand la porte s'ouvrit brutalement. Kevin, Laure Dufresne se tenait sur le seuil. Élégante dans son tailleur Chanel, mais le visage déformé par la fureur. Qu'est-ce que cette femme fait ici? L'atmosphère dans la suite se figea instantanément. Laure Dufresne se tenait dans l'encadrement de la porte, ses yeux gris lançant des éclairs. Son regard passa de Kevin, débraillé en pyjama, à Juliette, encore tremblante de l'émotion du moment qu'ils venèrent de partager. « Laure !» Kevin sursauta, lâchant précipitamment la main de Juliette. « Je ne vous attendais pas si tôt. »« Manifestement, » répliqua-t-elle d'une voix glaciale en refermant la porte derrière elle. « Puis-je savoir pourquoi cette employée se trouve encore dans votre suite alors que vous aviez expressément demandé qu'elle n'y remette plus les pieds ?» Juliette recula d'un pas, mais garda le menton levé. Il y avait quelque chose dans le regard de cette femme qui la mettait profondément mal à l'aise. Une hostilité pure, presque animale. « Madame, je ne faisais que... » « Vous ne faisiez que profiter de la vulnérabilité de Monsieur Barbier, » coupa Laure en s'avançant. « Kevin, cette femme vous manipule. Elle exploite vos problèmes de mémoire pour vous faire croire des mensonges. »« Mes problèmes de mémoire ?» Kevin fronça les sourcils. « De quoi vous parlez ?»
Laure se figea, dans sa colère. Elle venait de lâcher une information qu'elle avait soigneusement cachée pendant des années. Vous savez bien, votre accident, les séquelles. Elle se reprit rapidement. Cette femme profite de votre état post-traumatique pour vous raconter n'importe quoi. Juliette sentit son cœur s'emballer. Accident, séquelles, problème de mémoire. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Quel accident ? Demanda-t-elle directement à Laure. De quoi vous parlez exactement ? Cela ne vous regarde absolument pas, siffla Laure. Kevin, appelez la sécurité. Cette femme harcèle mes clients. Vos clients. Juliette écarquilla les yeux. Vous travaillez pour l'hôtel. Je suis... Laure hésita une fraction de seconde. Je suis l'associée de Monsieur Barbier, sa conseillère, sa protectrice. Il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer ce dernier mot qui donna des frissons à Juliette. Une possessivité malsaine, presque obsessionnelle. Laure, attendez, intervint Kevin, troublé. Cette femme, elle connaît des détails sur moi que personne ne devrait connaître, des choses intimes. Bien sûr qu'elle les connaît, explosa Laure. Elle vous espionne, elle s'est renseignée sur vous. Ces gens-là sont capables de tout pour soutirer de l'argent aux riches. Comment aurait-elle pu savoir pour ma cicatrice à l'épaule, ou celle de mon enfance ? Laure pâlit légèrement. Vous avez dû en parler à quelqu'un, un médecin, peut-être, les indiscrétions. Ça existe. Mais Kevin secoua la tête. Non, je ne parle jamais de ça. Jamais, à personne. Juliette sentit que c'était le moment où jamais. Elle sortit son téléphone de sa poche. Monsieur Barbier, Kevin, regardez ça. Sur l'écran apparut une photo qu'elle avait prise discrètement la veille au soir. L'article du Var Matin sur le naufrage de Lucas Caron. Lisez, murmura-t-elle. Kevin prit le téléphone d'une main tremblante. Ses yeux parcoururent l'article, s'arrêtant sur la photo pixelisée du couple. Lucas Caron, 26 ans, porté disparu. Il leva les yeux vers Juliette. C'est l'article que j'ai trouvé hier soir. Vous l'avez cherché ? Le cœur de Juliette bondit d'espoir. Je ne sais pas pourquoi votre prénom, Lucas, ça résonnait en moi. Il regarda de nouveau la photo. Cet homme, il me ressemble. Parce que c'est vous, s'exclama Juliette. Lucas, c'est vous. Vous n'êtes pas mort dans ce naufrage. Vous avez survécu. Mais vous avez perdu la mémoire. Non. Laure arracha violemment le téléphone des mains de Kevin. C'est de la pure manipulation. Cette femme est folle. Elle s'invente des histoires. Mais Kevin ne l'écoutait plus. Il fixait Juliette avec une intensité nouvelle. Le naufrage. J'ai des flashs. De l'eau, beaucoup d'eau, la peur, et vous étiez là. Oui. Juliette s'approcha, les larmes aux yeux. Nous étions en lune de miel. Le bateau a chaviré. Je vous ai vu disparaître dans les vagues. J'ai cru vous perdre pour toujours. Assez, hurla Laure, perdant complètement son sang-froid. Taisez-vous, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ah non. Juliette se tourna vers elle, soudain agressive. Alors expliquez-moi comment Kevin Barbier a pu apparaître du jour au lendemain sans passé, sans famille, sans aucune trace de son existence avant son prétendu accident. Parce que, Laure cherchait ses mots, prise au piège. Parce que vous avez tout inventé. Juliette sentait la vérité à portée de main. Vous avez créé cette identité de toutes pièces. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous y gagnez ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Laure regardait tour à tour Kevin et Juliette. Comprenant que son château de mensonges s'effondrait, « Laure, dit doucement Kevin, dites-moi la vérité. Qui suis-je vraiment ?» La femme le regarda avec des yeux pleins de détresse. Pendant 9 ans, elle avait réussi à le garder près d'elle. 9 ans de bonheur relatif, même si elle n'avait jamais réussi à obtenir son amour. « Vous êtes Kevin Barbier, » murmura-t-elle. « Vous êtes l'homme que j'ai sauvé. L'homme que j'ai, que vous avez quoi ?» Les mots restèrent coincés dans sa gorge. « L'homme que j'ai kidnappé, l'homme dont j'ai tué la femme, l'homme que j'ai volé. » Un coup violent frappé à la porte interrompit le moment de tension. « Mademoiselle Laurent !» Une voix d'homme, grave et menaçante. « Ouvrez, il faut qu'on parle !» Juliette pâlit. Elle reconnaissait cette voix. C'était l'homme qui l'avait suivie la veille au soir en rentrant chez elle. Un type patibulaire aux allures de voyou qui l'avait regardé d'un air mauvais depuis sa voiture. « Qui est-ce » demanda Kevin. Laure évita son regard. « Personne d'important. »« Ouvrez. » La voix se fit plus pressante. « On sait que vous êtes là-dedans. »
C'est Laurent Barrault, souffla Laure malgré elle. Qui? Quelqu'un que j'ai engagé pour... Elle ne finit pas sa phrase. Mais Juliette comprit instantanément. Vous avez engagé quelqu'un pour me faire du mal, dit-elle, incrédule. Vous voulez me faire disparaître. Non, je voulais juste vous faire peur, vous éloigner. Laure, qu'est-ce que vous avez fait? Kevin était livide. La porte vibra sous les coups de plus en plus violents. Madame Dufresne, ouvrez cette putain de porte ou je la défonce. Il faut que je parte, murmura Juliette en se dirigeant vers la terrasse. Non, Kevin l'attrapa par le bras. N'y allez pas. Si je reste, ça va mal finir pour tout le monde. Elle plongea ses yeux dans les siens. Lucas, promettez-moi de chercher la vérité, creusez dans votre passé, fouillez dans les papiers de cette femme, découvrez qui vous êtes vraiment. Juliette, je vous aime, chuchota-t-elle. Je vous ai toujours aimé, même quand je croyais que vous étiez mort. Elle se hissa sur la balustrade de la terrasse. 10 étages plus bas, la piscine de l'hôtel brillait comme un saphir. « Vous êtes folle !» cria Kevin. « Ne faites pas ça, faites-moi confiance !» Et elle sauta. Le plongeon parfait dans l'eau chlorée déclencha des cris de panique parmi les clients de l'hôtel. Mais Juliette nagea sous l'eau, émergea près du bord et sortit de la piscine sous les regards ébahis. 10 étages plus haut, Kevin se penchait par-dessus la balustrade, le cœur battant à tout rompre. « Elle est vivante !» cria-t-il alors. « Elle va bien !» Mais quand il se retourna, Laure avait disparu, et la porte de la suite était grande ouverte. Seul dans le silence soudain, Kevin contempla la Méditerranée. Pour la première fois depuis 10 ans, il avait l'impression d'être vivant, vraiment vivant. Juliette courut à travers les rues de Nice, les cheveux encore mouillés, le cœur battant la chamade. Son plongeon spectaculaire depuis la terrasse de l'hôtel avait fait sensation, mais elle s'en fichait. Une seule chose comptait. Lucas commençait enfin à se souvenir. Elle poussa la porte de son appartement, haletante. « Maman !» Maëlle bondit du canapé où elle faisait ses devoirs. « Pourquoi tu es toute mouillée? Et pourquoi tu cours comme ça? Ma puce !» Juliette s'agenouilla devant sa fille, prit ses petites mains dans les siennes. « Il faut qu'on parle de papa. » Les yeux verts de Maëlle s'illuminèrent instantanément. « Tu l'as revu, c'est vraiment lui sur la photo. » « Oui, mon cœur, c'est vraiment lui. » Maëlle poussa un cri de joie et se jeta dans les bras de sa mère. « Je le savais. Où il était? Pourquoi il n'est pas venu nous chercher? Quand est-ce qu'on va le voir? Doucement, ma chérie. » Juliette caressa les cheveux noirs de sa fille. « C'est compliqué, papa. Il ne se souvient plus de nous. Il a perdu la mémoire. » Le sourire de Maëlle s'effaça d'un coup. « Il se souvient plus de moi. Même pas un petit peu. Il commence à se rappeler des choses. Des petits bouts, mais quelqu'un l'empêche de découvrir la vérité. Une méchante dame qui lui a menti pendant des années, comme dans les contes, comme la marâtre de Cendrillon. Un peu comme ça. Oui, Maëlle réfléchit intensément, ses sourcils froncés exactement comme ceux de son père quand il cherchait une solution. Et nous, on va l'aider à se souvenir. Oui, ma puce, mais ça va être difficile et peut-être dangereux. Je m'en fiche. Maëlle serra les poings avec une détermination qui rappelait douloureusement celle de Lucas. « C'est mon papa, on va le sauver. » Pendant ce temps, à l'hôtel Diamant Royal, Kevin arpentait sa suite comme un lion en cage, depuis le départ précipité de Laure et le plongeon spectaculaire de Juliette, il ne tenait plus en place. Des flashbacks de plus en plus précis déferlèrent dans son esprit par vagues successives. Une chambre d'hôpital, Laure penchée sur lui, inquiète, protectrice. Vous vous appelez Kevin Barbier, des documents qu'elle lui montrait, des photos falsifiées. Je suis votre mentor, celle qui vous a sauvé. Putain, jura-t-il en se passant les mains dans les cheveux. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de Laure. Messagerie. Laure, rappelez-moi, immédiatement. Il faut qu'on parle. Il raccrocha et se remit à faire les 100 pas. Sur la table basse, l'article du Var Matin qu'avait imprimé Juliette le narguait. Lucas Caron, 26 ans, porté disparu. Lucas, murmura-t-il. Le prénom résonnait en lui comme une mélodie familière. Plus il le répétait, plus des images surgissaient. Un mariage dans une petite église, une femme en blanc qui lui souriait, des mains entrelacées, des serments échangés, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il avait prononcé ces mots. Il en était certain maintenant.
Son téléphone sonna. Enfin, Laure, Kevin. Sa voix était étrange, lointaine. Comment allez-vous? Où êtes-vous? Chez moi? J'avais besoin de réfléchir après ce qui s'est passé. Laure, dites-moi la vérité. Qui suis-je vraiment? Un long silence, puis « Vous êtes l'homme le plus important de ma vie. Kevin, celui pour qui j'ai tout sacrifié. Ce n'est pas ce que je vous demande, » explosa-t-il. Je veux savoir qui j'étais avant l'accident, avant vous. Avant moi, vous n'existiez pas, répondit-elle d'une voix blanche. Vous étiez mort, Kevin. Mort et enterré. C'est moi qui vous ai rendu la vie. La communication se coupa. Kevin resta quelques secondes avec le téléphone à la main, abasourdi, puis il se précipita vers son ordinateur portable. Lucas Caron Grasse Entreprise. Cette fois, il tomba sur le site d'une petite société de cosmétiques. Dans la rubrique « Équipe », une photo datant de 12 ans montrait les employés lors d'un séminaire. Au 3e rang, un jeune homme brun souriait à l'objectif. Le cœur de Kevin s'arrêta. C'était lui, plus jeune, plus insouciant. Mais indéniablement lui, la légende indiquait « Lucas Caron, commercial. Commercial », répéta-t-il dans le vide. Et soudain, tout revint d'un coup. Les rendez-vous clients, les déplacements en voiture à travers la Provence, les négociations, les contrats, et surtout, lors du Fresne, il se souvenait d'elle maintenant, cette riche cliente qui lui faisait des avances insistantes, qui l'invitait sans cesse à dîner, qui ne supportait pas qu'il parle de Juliette. Juliette, murmura-t-il, sa fiancée, sa femme, l'amour de sa vie. Les souvenirs déferaient maintenant comme un raz-de-marée. Leur rencontre dans le petit café de Grasse où elle travaillait, leur premier baiser sous les glycines, sa demande en mariage un soir d'été sur la plage de Nice, le mariage dans l'église de son village natal, la lune de miel, le naufrage, l'eau qui entrait dans le bateau, Juliette qui criait son nom, sa main qu'il avait lâchée dans les remous, l'obscurité. Mon Dieu, souffla-t-il en se laissant tomber dans un fauteuil. Il se souvenait de tout, absolument tout, sauf de ce qui s'était passé après le naufrage. Comment avait-il survécu? Comment était-il arrivé chez Laure? Et surtout, pourquoi elle avait menti? On frappa à la porte, des coups secs, autoritaires. « Monsieur Barbier, police de Nice, ouvrez, s'il vous plaît. » Kevin? Non, Lucas. Ouvrit la porte. 2 policiers en uniforme se tenaient dans le couloir. L'air grave. « Vous êtes Kevin Barbier? » Oui, enfin, c'est compliqué. Nous enquêtons sur l'agression d'une employée de l'hôtel, Juliette Laurent. Elle a porté plainte contre un certain Laurent Barrault pour menaces et tentative d'intimidation. Votre nom a été mentionné dans sa déposition. Juliette va bien? S'empressa de demander Lucas. Elle va bien, mais elle affirme que vous pourriez être en danger, que cette agression serait liée à vos relations avec elle. Lucas hésita. Comment expliquer une histoire aussi invraisemblable? Messieurs, je crois que je suis victime d'une usurpation d'identité. Mon vrai nom est Lucas Caron. Je suis officiellement mort depuis 10 ans. Mais les 2 policiers échangèrent un regard sceptique. Monsieur, vous êtes sûr que ça va? Vous voulez qu'on appelle un médecin? Non, écoutez-moi. Lucas sortit son ordinateur, montra la photo sur le site de l'entreprise. Regardez, c'est moi. J'étais Lucas Caron. J'ai été déclaré mort dans un naufrage, mais j'ai survécu. Une femme, Laure Dufresne, m'a kidnappé. Elle a inventé l'identité de Kevin Barbier. Cette fois, les policiers le regardèrent avec une réelle attention. Vous avez des preuves de ce que vous avancez. Ma femme, Juliette, elle peut tout vous expliquer. Et ma fille, sa voix se brisa. Ma fille que je n'ai jamais vue grandir. Le plus âgé des policiers prit des notes. Monsieur Caron, ou Barbier, nous allons vérifier vos déclarations. En attendant, vous feriez mieux de quitter cet hôtel. Si ce que vous dites est vrai, vous pourriez effectivement être en danger. Après le départ des policiers, Lucas fit ses bagages avec des gestes fébriles. Il fallait qu'il retrouve Juliette. Il fallait qu'il découvre la vérité sur ces 10 années perdues. Et surtout, il fallait qu'il rencontre sa fille. Sa fille, il avait une fille de 9 ans qui ne le connaissait pas. En sortant de l'hôtel, il croisa Sophie, la femme de chambre blonde. « Monsieur Barbier, vous partez. » Sophie, vous connaissez l'adresse de Juliette Laurent. Juliette, bien sûr. Pourquoi? Il faut que je la voie.
C'est vital. Sophie le regarda bizarrement, mais finit par griffonner une adresse sur un bout de papier. Elle habite dans le quartier populaire, mais attention, elle a une petite fille. Si vous voulez lui faire du mal... Je ne veux pas lui faire du mal, coupa Lucas. Je veux juste... rentrer à la maison. Villa Dufresne, Cannes. Même soir, Laure Dufresne se tenait debout dans son bureau, face à la baie vitrée qui donnait sur la Méditerranée. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle contemplait l'horizon obscur. Tout s'effondrait. 10 ans de mensonges soigneusement orchestrés venaient de voler en éclats en quelques heures. « Madame !» Laurent Barrault, un homme de 50 ans aux allures de voyou reconverti, se tenait dans l'encadrement de la porte. « Vous m'avez demandé de venir. Entrez, Laurent, et fermez la porte. » L'homme obéit, mal à l'aise. Il avait travaillé pour Laure pendant des années, s'occupant de ses affaires délicates. Mais il n'avait jamais vu sa patronne dans cet état. Cette femme, Juliette Laurent, vous l'avez approchée. J'ai essayé, mais elle est maligne, la garce. Elle s'est barrée avant que je puisse lui parler, et maintenant, elle a porté plainte contre moi. Laure ferma les yeux. Tout allait trop vite. Laurent, il faut que je vous dise la vérité. Sur Kevin, surtout. L'homme haussa les sourcils. En 10 ans de collaboration, Laure ne lui avait jamais rien confié de personnel. Je vous écoute, madame. Laure se servit un verre de cognac d'une main tremblante. Kevin Barbier n'existe pas. C'est une identité que j'ai créée de toutes pièces. Pardon. Son vrai nom est Lucas Caron. Il était marié à cette femme, Juliette Laurent. Ils étaient en lune de miel quand... Elle prit une longue inspiration. Quand j'ai fait sabotage leur bateau... Laurent Barrault la regarda, bouche bée. Vous avez fait quoi? J'étais amoureuse de lui depuis des années. Obsédée. Quand il s'est marié avec cette petite serveuse insignifiante, j'ai perdu la tête. J'ai engagé quelqu'un pour provoquer un accident. L'objectif était de tuer la femme et de sauver Lucas. Putain, madame. Mais ça a mal tourné. Lucas a failli mourir aussi. Il a perdu la mémoire. Alors j'en ai profité. Je lui ai inventé une nouvelle vie, une nouvelle identité. Je l'ai gardée près de moi pendant 10 ans. Laurent se laissa tomber dans un fauteuil, abasourdi. Et maintenant, sa mémoire revient. Il se souvient de tout. De son mariage, de sa femme. Sa voix se brisa. Il ne m'aimera jamais. Il ne m'a jamais aimé. Même amnésique, même remodelé à ma façon. Il gardait au fond de lui l'amour pour cette femme. Madame, vous réalisez ce que vous me dites. Vous avez commis un meurtre. Enfin, une tentative de meurtre. Et un kidnapping. Je sais, explosa Laure. Vous croyez que je ne le sais pas. Vous croyez que je dors bien la nuit depuis 10 ans. Elle se mit à faire les 100 pas, le verre de cognac à la main. Mais je n'avais pas le choix, Laurent. J'ai 50 ans quand je l'ai rencontré. 50 ans de solitude, de rejet, d'humiliation. J'avais de l'argent, du pouvoir, mais pas d'amour. Et lui, il était tout ce que j'avais toujours rêvé. Beau, charmant, intelligent. Mais il était marié à une gamine de rien du tout. Laure vida son verre d'un trait. Une petite serveuse de café. Qu'est-ce qu'elle pouvait lui offrir que je ne pouvais pas lui donner en mieux? Laurent la regardait avec un mélange de stupéfaction et de dégoût. L'amour, peut-être. Laure se figea. Ces mots la frappèrent comme une gifle. « Sortez », dit-elle d'une voix blanche. « Madame, sortez, je ne veux plus vous voir. » Laurent se leva, hésita. « Et pour la petite, la fille de Lucas, vous voulez que je... » « Touchez à cet enfant, et je vous tue de mes propres mains, » hurla Laure. « Sortez d'ici, tout de suite. » Après le départ de Laurent, Laure s'effondra dans son fauteuil, pour la première fois depuis 10 ans. Elle se retrouvait face à la monstruosité de ses actes. Elle avait détruit 3 vies, celle de Lucas, celle de Juliette, et celle d'une petite fille qui avait grandi sans son père. Et pourquoi? Pour un amour à sens unique qui n'avait jamais existé que dans sa tête malade, appartement de Juliette. Même soir, Juliette venait de coucher Maëlle quand on frappa doucement à la porte. Elle regarda par l'œilleton et faillit défaillir. Lucas se tenait sur le palier, une valise à la main, l'air perdu. Juliette, sa voix était différente, plus douce, plus... Lui, c'est moi, c'est Lucas. Elle ouvrit la porte avec des mains tremblantes. Tu te souviens, de tout. Il la regardait avec ses yeux qu'elle avait tant aimés, mais cette fois, ils étaient remplis de la tendresse d'autrefois.
Mon Dieu, Juliette, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Elle se jeta dans ses bras sans réfléchir. Il sentait encore ce mélange d'eau de Cologne et de savon qui lui était si familier. Ses bras se refermèrent sur elle avec la même force protectrice qu'autrefois. « Lucas !» Elle pleurait contre son épaule. « J'ai cru que je ne te reverrais jamais. J'ai cru que tu étais mort. »« Je sais, mon amour, je sais. » Il la serrait contre lui comme s'il voulait rattraper 10 ans de séparation. « Je me souviens du naufrage maintenant. Je me souviens de ta main qui lâchait la mienne. J'ai cru mourir de ne pas pouvoir te sauver. » Ils restèrent enlacés plusieurs minutes, pleurant tous les deux. « Papa !» Ils se séparèrent brusquement. Maëlle se tenait dans l'entrée de sa chambre, en pyjama à petites fleurs, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Elle regardait Lucas avec de grands yeux verts identiques à ceux de sa mère. Lucas sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Sa fille, sa petite fille qu'il n'avait jamais vue grandir. « Maëlle !» murmura-t-il. L'enfant hocha la tête, soudain timide. « Tu te souviens de moi maintenant ?»« Lucas s'agenouilla à sa hauteur, la gorge serrée. « Je ne me souvenais pas de toi parce que je ne savais pas que tu existais, ma puce. Quand l'accident s'est produit, maman ne m'avait pas encore dit qu'elle attendait un bébé. » Maëlle fronça les sourcils, cherchant à comprendre. « Alors tu savais pas que j'allais naître ?»« Non, mon cœur, mais maintenant que je te vois... » Il tendit une main hésitante vers elle. « Maintenant que je te vois, je comprends pourquoi j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. C'était toi. Tu me manquais sans même que je le sache. » Maëlle s'approcha lentement, étudia son visage avec cette attention minutieuse des enfants. « Tu as les mêmes yeux que sur les photos. Et les mêmes mains. Maman m'a appris à reconnaître tes mains. » Elle prit la main de Lucas dans les siennes, si petite, si fragile. « Tu vas rester maintenant. Tu vas plus repartir. » Lucas regarda Juliette par-dessus la tête de leur fille. Dans ses yeux, il lut la même question, la même peur. « Plus jamais. » promit-il. « Plus jamais je ne vous quitterai. » Maëlle se jeta soudain dans ses bras avec la spontanéité de l'enfance. « Papa, mon papa. » Lucas la serra contre lui, bouleversé. Il avait raté ses premiers pas, ses premiers mots, ses premières dents. Il avait raté 9 années de sa vie. Mais il était là maintenant. Il allait rattraper le temps perdu. « Raconte-moi tout, » murmura-t-il à l'oreille de sa fille. « Raconte-moi tes 9 années. Je veux tout savoir. » Pendant que Maëlle bavardait avec l'exaltation d'une enfant qui retrouve enfin son père, Juliette les regardait depuis le canapé, le cœur gonflé de bonheur mais aussi d'inquiétude. Ils étaient réunis, mais Laure était toujours en liberté, et une femme capable d'orchestrer un naufrage et de kidnapper un homme pendant 10 ans était capable de tout. Le téléphone sonna, interrompant ce moment de bonheur familial. « Allô, mademoiselle Laurent, commissaire Dubois, police de Nice. Il faut qu'on se voie, votre mari, enfin, Lucas Caron, nous a raconté une histoire assez incroyable. Nous avons besoin de votre témoignage pour lancer une enquête officielle. » Juliette regarda Lucas et Maëlle, enlacés sur le tapis du salon. « Quand ? Maintenant, si c'est possible. Cette affaire ne peut pas attendre. » Commissariat de police de Nice, 23h30. L'atmosphère dans la salle d'interrogatoire était électrique. Le commissaire Dubois, un homme de 55 ans aux cheveux grisonnants, regardait tour à tour Lucas et Juliette, avec un mélange de scepticisme et de fascination, sur la table, des dossiers s'empilaient. L'enquête originale sur le naufrage de Lucas Caron, les documents d'identité de Kevin Barbier et la plainte déposée par Juliette contre Laurent Barrault. « Récapitulons, » dit le commissaire en ajustant ses lunettes. « Monsieur Caron, vous prétendez avoir été kidnappé et maintenu sous une fausse identité pendant 10 ans par Madame Laure Dufresne. Ce n'est pas une prétention, » répliqua Lucas fermement. « C'est la vérité. Elle a profité de mon amnésia pour me faire croire que j'étais quelqu'un d'autre. Et vous, Madame Caron, Laurent, » corrigea Juliette. « J'ai gardé mon nom de jeune fille, officiellement. Je suis veuve depuis 10 ans. Madame Laurent, donc, vous n'avez jamais eu de doute, jamais cherché le corps de votre mari. » Juliette serra les mains sur ses genoux. « Bien sûr que j'ai cherché, pendant des mois, mais les gardes-côtes m'ont dit que les courants étaient traîtres dans cette zone, que son corps avait probablement été emporté en haute mer. J'ai fini par accepter qu'il soit mort. » Le commissaire consulta un dossier. « Nous avons vérifié vos déclarations. Effectivement, Lucas Caron a été déclaré officiellement décédé il y a 10 ans. Et effectivement,
Kevin Barbier est apparu dans les registres fiscaux il y a 9 ans et demi, sans aucune trace antérieure. « Vous voyez... » s'exclama Lucas. « C'est la preuve que... C'est troublant, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas suffisant pour lancer des poursuites. Il nous faut des preuves concrètes, des témoins, des documents. » La porte s'ouvrit brusquement. Un jeune policier en uniforme passa la tête. « Commissaire, il y a un homme qui demande à vous parler. Il dit que c'est urgent, que ça concerne l'affaire Caron. Il s'appelle Laurent Barraud. » Lucas et Juliette échangèrent un regard tendu. L'homme de main de l'or. « Faites-le entrer », ordonna Dubois. Laurent Barraud entra dans la pièce, l'air grave. Il avait les traits tirés, les yeux cernés de quelqu'un qui n'avait pas dormi. « Monsieur Barraud, » dit le commissaire, « vous faites l'objet d'une plainte pour menace et intimidation. Vous voulez avouer. »« Je veux tout avouer, » répondit Laurent d'une voix fatiguée. « Mais pas seulement ça, beaucoup plus que ça. » Il regarda Lucas et Juliette. « Madame Laurent, Monsieur Caron, je vous dois des excuses que je ne pourrai jamais suffisamment présenter. »« De quoi parlez-vous » demanda Dubois. Laurent s'assit lourdement sur une chaise. « Laure Dufresne m'a tout avoué ce soir. Tout, le naufrage, l'enlèvement, les 10 années de mensonges. Elle a pété les plombs quand elle a compris que tout s'effondrait. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. « Expliquez-vous » ordonna le commissaire. « Il y a 11 ans, Madame Dufresne était obsédée par Lucas Caron. Elle le draguait depuis des mois, mais il la repoussait parce qu'il était amoureux de sa fiancée. Quand ils se sont mariés, elle n'a pas supporté. » Laurent se passa la main sur le visage. « Elle m'a payé pour organiser un accident, un sabotage du bateau de location. L'objectif était de tuer la femme et de sauver Lucas. » Juliette porta la main à sa bouche, horrifiée. « Mon Dieu, mais ça a mal tourné. Lucas a failli mourir aussi. Il a été secouru par des pêcheurs et emmené dans une clinique privée de l'île Sainte-Marguerite. Madame Dufresne a soudoyé le personnel médical pour qu'il la prévienne en premier. »« Et ensuite ?» demanda Lucas, livide. « Ensuite, elle a profité de votre amnésie. Elle a fait croire à tout le monde que vous étiez mort. Elle a créé l'identité de Kevin Barbier de toutes pièces. Faux papiers, faux passé, fausse fortune, tout était bidon. La fortune aussi. Non, ça c'était réel. Madame Dufresne vous a fait don de plusieurs millions d'euros au nom de cette identité fictive. Elle voulait que vous viviez comme un roi, avec elle. » Le commissaire prenait des notes à toute vitesse. « Monsieur Barraud, vous réalisez que vous êtes en train d'avouer votre participation à une tentative de meurtre. Je sais, j'assume. J'en peux plus de vivre avec ça sur la conscience. » Il regarda Juliette avec des yeux pleins de remords. « Madame, à cause de moi, vous avez élevé votre fille seule pendant 9 ans. À cause de moi, votre mari a vécu dans le mensonge. Je mérite la prison. » Juliette le regardait, partagée entre la colère et une étrange compassion. « Pourquoi vous nous dites tout ça maintenant ? » « Parce que ce soir, j'ai vu Madame Dufresne craquer complètement. Elle a réalisé la monstruosité de ce qu'elle avait fait. Et moi, » il hésita, « moi, j'ai une petite fille de l'âge de votre Maëlle. En rentrant chez moi, je l'ai regardée dormir et je me suis dit, comment j'aurais réagi si quelqu'un avait privé cette gamine de son grand-père pendant des années ? Des larmes coulaient sur ses joues rugueuses. Je suis désolée, tellement désolée. » Le commissaire ferma son carnet. « Monsieur Barraud, vous êtes en état d'arrestation. Mais vu votre coopération, nous tiendrons compte de votre repentir. » Il se tourna vers Lucas et Juliette. « Avec ce témoignage, nous avons largement de quoi inculper Laure Dufresne, tentative de meurtre, enlèvement, séquestration, faux et usage de faux. Elle risque la perpétuité. »« Où est-elle maintenant ?» demanda Lucas. « Nous envoyons une équipe l'arrêter à son domicile, Villa Dufresne. » Minuit Laure était assise dans son salon. Face à la baie vitrée qui donnait sur la mer, elle n'avait pas allumé les lumières. Dans l'obscurité, elle contemplait les vagues qui venaient mourir sur la plage en contrebas. Sur la table basse devant elle, une bouteille de somnifère était ouverte. À côté, un verre d'eau et une lettre cachetée. Elle avait tout perdu. Lucas allait retrouver sa famille. Il allait rattraper le temps perdu avec sa fille. Il allait être heureux, sans elle, comme il avait toujours été heureux sans elle. Elle prit la lettre, l'ouvrit une dernière fois pour relire ce qu'elle avait écrit. « Lucas, Juliette, je sais que mes excuses ne suffiront jamais. J'ai détruit vos vies par égoïsme, par orgueil.
par cette obsession maladive que j'ai prise pour de l'amour. Je me rends compte aujourd'hui que l'amour véritable, c'est vouloir le bonheur de l'autre, même sans soi. Je ne vous ai jamais aimé, Lucas. Je vous ai possédé. Pardonnez-moi si vous le pouvez. Soyez heureux, Laure. Elle replia la lettre, la posa sur la table. Les phares de plusieurs voitures balayèrent soudain la façade de la villa. Des portières claquèrent. Des voix d'hommes résonnèrent dans la nuit. « Police, Madame Dufresne, ouvrez !» Laure sourit tristement. Ils arrivaient trop tard. Ou juste à temps, selon le point de vue. Elle prit le verre d'eau, regarda une dernière fois la mère qu'elle avait tant aimée. « Pardonnez-moi » murmura-t-elle. La porte d'entrée explosa sous les coups de bélier, au moment où elle portait le verre à ses lèvres. « Stop !» hurla un policier en se précipitant vers elle. « Lâchez ça !» Laure le regarda avec des yeux résignés. « Il est trop tard !» dit-elle simplement, et elle vida le verre d'un trait. Hôpital de Cannes. Service des urgences. 3h du matin. Les néons blancs de l'hôpital créaient une lumière crue qui donnait à tous les visages un teint cadavérique. Lucas et Juliette attendirent dans le couloir, assis sur des chaises en plastique inconfortables. Maëlle dormait dans les bras de sa mère, épuisée par cette nuit d'émotions. Famille de Laure Dufresne. Un médecin en blouse blanche s'approcha d'eux, l'air grave, le commissaire Dubois, qui était resté avec eux, se leva. « Comment va-t-elle, docteur ? Elle est hors de danger. Nous avons pu la réanimer à temps. Le lavage d'estomac a été efficace. Mais elle restera sous surveillance intensive pendant 48 heures. » Lucas poussa un soupir de soulagement qu'il ne s'expliquait pas, malgré tout ce que Laure lui avait fait subir. Il ne souhaitait pas sa mort. « Elle peut recevoir des visites ?» demanda le commissaire. « Pas avant demain après-midi, et seulement pour des questions urgentes. » Le médecin s'éloigna, laissant le petit groupe dans un silence pesant. « Rentrez chez vous, » conseilla Dubois. « Nous avons tous les éléments nécessaires pour l'enquête. » Laurent Barraud a signé ses aveux. Quand Madame Dufresne sera en état, nous procéderons à son arrestation officielle. Appartement de Juliette, 6h du matin. Le lever du soleil filtrait à travers les rideaux du petit salon. Maëlle dormait profondément dans sa chambre, épuisée par les événements de la nuit. Lucas et Juliette étaient assis sur le canapé, enlacés, savourant enfin ce moment de calme après la tempête. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura Juliette, la tête posée sur l'épaule de Lucas. 10 ans qu'elle nous a volés. Je sais. Lucas caressait doucement ses cheveux. Parfois, j'ai l'impression que ces 10 années ont été un rêve, un long cauchemar. Tu te souviens de tout maintenant ? De presque tout. Il y a encore des zones floues, des moments où je confonds Lucas et Kevin. Mais l'essentiel est là. Il la serra plus fort contre lui. Notre mariage, notre lune de miel, mes sentiments pour toi, ça c'est intact, comme si le temps s'était arrêté. Juliette releva la tête pour le regarder. « Lucas, il faut que je te dise quelque chose, sur Maëlle. »« Quoi ?» Il fronça les sourcils, inquiet. « Tu sais qu'elle est née 9 mois après le naufrage. Mais ce que tu ne sais pas... » Elle prit une inspiration. « Je savais que j'étais enceinte. » Lucas la regarda, interdit. « Tu le savais. Mais alors pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Les yeux de Juliette se remplirent de larmes. « Je voulais te le dire. J'avais prévu de te l'annoncer pendant la lune de miel. J'avais même acheté un petit chausson de bébé que j'avais caché dans ma valise. Je comptais te le donner le dernier soir, sur le bateau, en regardant le coucher de soleil. » La voix de Lucas se brisa. Un chausson de bébé. Il a coulé avec le bateau, comme tout le reste. Elle essuya ses larmes. « Quand j'ai été sauvée, quand on m'a dit que tu étais mort, j'ai voulu mourir aussi. Mais il y avait ce bébé en moi, ce petit morceau de toi qui grandissait. Alors je me suis accrochée, pour elle, pour nous. » Lucas ne dit rien pendant un long moment. Il imaginait Juliette enceinte, seule, croyant son mari mort, élevant leur enfant dans la douleur et l'espoir. « Comment elle a grandi ?» demanda-t-il finalement. « Raconte-moi tout. Ses premiers mots, ses premiers pas. Ses premiers mots ont été « papa ». Juliette sourit à travers ses larmes. Elle avait 8 mois. Elle regardait ta photo et elle répétait « Papa, papa ». J'ai pleuré pendant des heures. Et ses premiers pas, 1 an et 3 jours, elle se dirigeait vers ta photo sur la commode, comme si elle voulait te rejoindre. Lucas sentit son cœur se serrer. Elle t'a réclamé. Tous les jours, surtout la nuit, elle faisait des cauchemars et elle criait « Papa ». Je lui expliquais que tu étais au ciel,
que tu veillais sur elle, mais elle n'a jamais vraiment accepté. Elle disait toujours qu'elle te sentait quelque part, que tu n'étais pas vraiment mort. Elle avait raison, finalement. » Un bruit de pas léger les interrompit. Maëlle apparut dans l'entrée du salon. En pyjama, les cheveux ébouriffés. « Vous parlez de moi ?» dit-elle avec ce sourire malicieux qui lui ressemblait tant. « Viens là, ma puce », dit Lucas en lui tendant les bras. Maëlle se blottit entre ses parents, et pour la première fois depuis 10 ans, ils formaient enfin une vraie famille. « Papa, tu vas me raconter des histoires maintenant ?» demanda-t-elle. « Toutes celles que tu voudras. Et tu vas m'apprendre à faire du vélo. Maman sait pas. » Lucas éclata de rire. « Maman ne sait pas faire du vélo. »« Si, je sais, » protesta Juliette. « Mais je suis nulle pour l'enseigner. Alors on apprendra ensemble. »« Ma princesse, toi et moi !» Maëlle rayonnait de bonheur. « Et tu vas m'emmener à l'école, et au spectacle, et aux fêtes d'anniversaire. »« À tout, ma chérie, je vais rattraper le temps perdu. »« Papa ? » ?»« Oui, tu peux me rechanter la chanson de maman, celle que tu chantais avant. » Lucas fronça les sourcils. « Quelle chanson ? La vie en rose. Maman m'a dit que tu la chantais tout le temps. » Lucas regarda Juliette, surpris. « Je chantais. Sous la douche, en cuisinant, en conduisant. » Juliette sourit. « Tu chantais faux, mais c'était adorable. Je ne me souviens pas de ça. C'est normal, » dit une voix dans l'entrée. Ils se retournèrent. Le commissaire Dubois se tenait sur le seuil, accompagné d'une femme en blouse blanche. Docteur Moreau, psychologue spécialisé en traumatisme, se présenta la femme. « Commissaire, vous permettez ?» Dubois acquiesça. « Monsieur Caron, votre cas est exceptionnel. 10 ans d'amnésie partielle, c'est très rare. Il est normal que certains souvenirs restent flous, surtout les détails du quotidien. Ça va revenir. Probablement, mais il faut être patient et surtout, ne pas forcer, laisser les souvenirs remonter naturellement. » Le commissaire s'éclaircit la gorge. « Je suis désolée d'interrompre ce moment familial, mais j'ai des nouvelles importantes. Laure Dufresne s'est réveillée. Elle veut vous voir, monsieur Caron. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à vous révéler. » Lucas et Juliette échangèrent un regard inquiet. « Qu'est-ce qu'elle peut encore avoir à dire ?» demanda Juliette. « Je n'en sais rien, mais elle insiste. Elle prétend qu'il y a un dernier secret, quelque chose que même Laurent Barraud ne connaît pas. » Lucas se leva, résolu. « J'y vais ?»« Non !» Juliette l'attrapa par le bras. « Cette femme est dangereuse, qui sait ce qu'elle mijote encore. Justement, il faut que j'aie le cœur net, que je sache tout. Alors j'y vais avec toi. Et moi aussi, » déclara Maëlle avec détermination. « Oh non, ma puce, toi, tu restes avec Colette. »« Mais papa... » « Pas de discussion, c'est une affaire d'adulte. » Maëlle fit la moue, mais n'insista pas. Hôpital de Cannes, chambre 247, 14e. Laure Dufresne était allongée dans son lit d'hôpital, pâle et amaigrie. Des tubes reliaient ses bras à diverses machines qui bipaient régulièrement. Quand elle vit entrer Lucas et Juliette, ses yeux se remplirent de larmes. « Lucas, » murmura-t-elle, « merci d'être venu. » « Qu'est-ce que vous voulez, Laure ?» Sa voix était froide, distante. « Vous dire la vérité, la vraie vérité, celle que j'ai cachée même à Laurent. » Elle se tourna vers Juliette. « Madame, je sais que vous me haïssez. Vous en avez le droit. Mais ce que je vais vous révéler va changer votre vie. »« Accouchez !» grogne Juliette. Laure prit une inspiration douloureuse. « Juliette, vous n'étiez pas seulement enceinte pendant votre lune de miel, vous attendiez des jumeaux. » Le sang de Juliette ne fit qu'un tour. « Quoi ?»« Des jumeaux, un garçon et une fille. » Lucas et Juliette se regardèrent. Abasourdie, « C'est impossible, » balbutia Juliette. « Je n'ai eu qu'un enfant, Maëlle. »« Non. » Laure ferma les yeux. « Vous avez accouché prématurément après le traumatisme du naufrage, le garçon. Il n'a pas survécu. » Juliette s'effondra sur une chaise. « Mon Dieu, mais ce n'est pas tout. » Laure les regarda avec des yeux remplis de culpabilité. « Le garçon, il a vécu 48 heures. Et pendant ces 48 heures, je l'ai tenu dans mes bras. » Hôpital de Cannes, chambre 247. Le silence qui suivit les mots de Laure fut assourdissant. Juliette regardait la femme alitée avec des yeux horrifiés, tandis que Lucas sentait ses jambes se dérober sous lui. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» chuchota Juliette, la voix brisée. Laure ferma les yeux,
rassemblant ses dernières forces pour révéler la vérité la plus douloureuse. Après le naufrage, vous avez été hospitalisé en urgence. Le choc, la noyade partielle, le stress. Vous avez accouché à 6 mois et demi de grossesse. Maëlle était assez forte pour survivre. Mais son frère, Lucas s'effondra sur une chaise. Il pesait à peine 1 kilo. Les médecins n'avaient pas d'espoir. Ils m'ont dit qu'il ne passerait pas la nuit. Laure ouvrit les yeux, des larmes coulant sur ses joues creusées. Mais moi, je l'ai regardé dans cette couveuse. Et j'ai vu Lucas. J'ai vu le fils que nous n'aurions jamais ensemble. Juliette porta les mains à sa bouche, étouffant un sanglot. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai soudoyé une infirmière. Je lui ai dit que le bébé était mon petit-fils, que sa mère était trop traumatisée pour s'en occuper. Je l'ai fait transférer dans une clinique privée de Monaco. « Vous l'avez volé ?» Lucas bondit de sa chaise, le visage déformé par la rage. « Vous avez volé notre fils. Il était mourant, » protesta faiblement Laure. Les médecins ne lui donnaient aucune chance. « Mais il a vécu !» hurla Juliette. « S'il était mourant, comment il a pu vivre ?» Laure baissa la tête, vaincue. Les meilleurs soins, les meilleurs spécialistes. L'argent peut faire des miracles. Il a lutté pendant des semaines, et puis, il s'est accroché. Où est-il ? La voix de Lucas était dangereusement calme. Où est notre fils ? Dans un pensionnat en Suisse. Je l'ai fait adopter par un couple d'amis. Des gens bien, riches, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il s'appelle Alexandre Beaumont maintenant. Il a 10 ans. Juliette se leva d'un bond, tremblante de rage. 10 ans. Notre fils a vécu 10 ans sans nous, sans savoir qui il était. Je voulais vous le dire, tant de fois. Mais comment expliquer ? En disant la vérité, explosa Lucas. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, n'importe quand. Laure le regarda avec des yeux suppliants. Lucas, je vous aimais, je voulais que vous soyez heureux. Je pensais que si vous appreniez pour le bébé, vous souffririez encore plus. Vous pensiez surtout à vous. Juliette s'approcha du lit, les poings serrés. Vous vouliez garder Lucas pour vous seul. Notre fils vous dérangeait. Non, ce n'est pas ça. Laure essaya de se redresser, mais retomba sur ses oreillers. Je l'aimais, ce petit. Il était tout ce qui me restait de Lucas. Parfois, j'allais le voir en cachette. Il me ressemblait. Enfin, il ressemblait à Lucas. Les mêmes yeux, le même sourire. Lucas s'approcha du lit, le visage livide. Vous l'avez vu grandir. Vous avez eu 10 ans avec notre fils. Et nous, on n'a rien eu. Rien. Je sais. Laure éclata en sanglots. Je sais que c'est impardonnable. C'est pour ça que je voulais mourir. C'est pour ça que j'ai pris ces comprimés. Je ne peux plus vivre avec ça. Le commissaire Dubois, qui était resté silencieux dans un coin de la chambre, s'avança. Madame Dufresne, vous réalisez que vous venez d'avouer un enlèvement d'enfant, en plus de tout le reste. Je sais. Arrêtez-moi. Jetez-moi en prison. Peu importe. Mais avant, elle regarda Lucas avec des yeux implorants. Laissez-moi vous donner son adresse. Laissez-moi vous rendre votre fils. Pensionnat international de Genève. 2 jours plus tard, la voiture de location remontait lentement l'allée bordée de sapins qui menait au prestigieux établissement. Lucas conduisait, les mains crispées sur le volant. À côté de lui, Juliette tenait Maëlle sur ses genoux, toutes deux aussi tendues que lui. « Mais tu crois qu'il va nous reconnaître ?» murmura Juliette. « Il nous connaît pas, maman, » dit Maëlle avec cette logique implacable des enfants. « Mais c'est mon frère, alors forcément on va s'aimer. » Lucas sourit malgré sa nervosité. Sa fille avait cette façon merveilleuse de simplifier les choses compliquées. Le directeur du pensionnat, Monsieur Dubois, un sosie du commissaire qui les avait beaucoup amusés, les attendait dans le hall d'entrée. C'était un homme distingué, qui avait accepté cette rencontre extraordinaire avec beaucoup de compréhension. « Monsieur et Madame Caron, je dois vous prévenir. Alexandre ne sait rien de cette histoire. Pour lui, ses parents adoptifs sont ses vrais parents. Cette révélation va être un choc. »« Nous comprenons, » dit Lucas. « Nous ne voulons pas le brusquer. Juste, le voir, apprendre à le connaître. Il est dans la cour de récréation avec ses camarades. Suivez-moi. » Ils traversèrent de longs couloirs ornés de trophées et de photos d'élèves. Par les fenêtres, on apercevait les montagnes enneigées et le lac Léman qui brillait au soleil. « Le voilà », dit doucement le directeur en désignant un groupe d'enfants qui jouaient au football.
Lucas sentit son cœur s'arrêter. Au milieu de la pelouse, un garçon de 10 ans courait après le ballon, riant aux éclats. Il avait les cheveux noirs de son père, les yeux verts de sa mère, et ce sourire malicieux qui était exactement celui de Maël. « Mon Dieu !» murmura Juliette. « Il nous ressemble tellement. » « Alexandre !» appela le directeur. « Venez, s'il vous plaît. » Le garçon s'approcha, curieux. Il regarda tour à tour Lucas, Juliette et Maël avec cette politesse qu'on enseigne dans les pensionnats de luxe. « Bonjour !» dit-il d'une voix claire. « Bonjour, Alexandre !» répondit Lucas, la gorge serrée. « Je m'appelle Lucas. Voici Juliette. Et voici Maël. Enchantée, dit Maël avec un grand sourire. Tu veux voir quelque chose de rigolo ? Elle sortit un petit miroir de poche et le tendit à Alexandre. Regarde-toi, et après, regarde-moi. Alexandre obéit, intrigué, quand il releva les yeux vers Maël. Son visage changea d'expression. On se ressemble, dit-il, étonné. Normal, dit Maël. On est frères et sœurs. Maël, la gronda doucement Juliette, mais Alexandre ne sembla pas choqué. Il regardait maintenant Lucas et Juliette avec une attention nouvelle. Vous êtes mes vrais parents. Lucas s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Oui, mon grand, nous sommes tes parents biologiques, mais nous ne voulons pas bouleverser ta vie. Nous voulons juste apprendre à te connaître. Alexandre resta silencieux un long moment, étudiant leur visage. Mes parents adoptifs, ils savent. Ils vont le savoir, dit Juliette. Mais ils t'aiment. Alexandre, ils resteront tes parents aussi. Tu auras juste plus de famille, comme dans les films. Exactement comme dans les films, sourit Lucas. Alexandre regarda Maël. Et toi, tu es vraiment ma sœur. Oui, et j'ai plein de choses à te raconter, sur papa et maman, sur notre histoire. Surtout, pour la première fois, Alexandre sourit vraiment. Ça me plairait bien. Plage de Nice. 6 mois plus tard, le soleil se couchait sur la baie des Anges, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. Sur le sable fin, Lucas et Juliette regardèrent leurs enfants construire un château de sable. Alexandre, en vacances chez eux pour l'été, dirigeait les opérations avec l'autorité naturelle d'un aîné, tandis que Maël suivait ses instructions avec une admiration évidente. « Ils s'entendent bien », dit Juliette, la tête posée sur l'épaule de Lucas, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. « Tu crois qu'on s'en sortira ?» Avec cette famille recomposée, les allers-retours en Suisse, les parents adoptifs, Lucas la serra contre lui. « On s'en sortira. On a survécu à 10 ans de séparation. On peut survivre à tout. » Au loin, les premières étoiles commençaient à apparaître. Maël courut vers eux, les mains pleines de sable. « Papa, maman, Alexandre dit qu'on peut faire un vœu sur la première étoile. Et qu'est-ce que tu vas souhaiter, ma puce ?» Maël regarda ses parents, puis son frère, puis le coucher de soleil. Que ça reste toujours comme ça, tous ensemble. Lucas sortit une petite boîte de sa poche et se tourna vers Juliette. « Justement, j'ai quelque chose pour t'aider à réaliser ce vœu. » Il s'agenouilla dans le sable, ouvrit la boîte. À l'intérieur, 2 alliances brillaient dans la lumière dorée. « Juliette Laurent, veux-tu redevenir ma femme ?» Officiellement, cette fois, devant nos enfants, Juliette éclata en sanglots de joie. « Oui, 1000 fois oui. » Il lui passa l'alliance au doigt, la même place où elle avait porté la première pendant 10 ans, puis elle lui passa la sienne. « Pour le meilleur et pour le pire, » murmura-t-elle. « Jusqu'à ce que la mort nous sépare, » répondit-il. « Cette fois, même la mort ne nous séparera pas, » dit-elle en l'embrassant. Maël et Alexandre applaudirent, puis coururent vers leurs parents pour un câlin familial géant. Au-dessus d'eux, la première étoile brillait de tout son éclat, témoin silencieux de cette famille enfin réunie. L'amour véritable ne meurt jamais. Il attend juste le moment parfait pour renaître de ses cendres. Plus fort que jamais,